Oui, donc bonsoir tout le monde. Merci d'être là. En cette chaude soirée d'été, nous allons pouvoir entamer cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 5 septembre, il est 18h35. Je me nomme Pierre Lessamblet. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, nous ouvrons cette séance avec le mot de bienvenue qui sera dit par notre greffière. Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre de diplomatie entre les peuples ainsi que du traité de la Grande Paix. Je remercie la nation Ganakien-Guéhak de son hospitalité, un territoire non cédé. Merci beaucoup. J'invite les élus et le secrétaire d'arrondissement à se présenter dans l'ordre habituel. Bonjour, Julien Nouratel, conseiller de ville pour Tétroville. Bonsoir, Alia Hassan-Cournol pour le district de Maisonneuve-Longue-Pointe. Bonsoir, Dina Tocheva, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Eric Allen Caldwell, conseiller d'Hochelaga. Bonsoir, Albert Zuniga-Ramos, conseillère pour l'Uriel. Merci d'être là ce soir. Maintenant, la présentation des directeurs et membres du personnel, en commençant par la direction d'arrondissement. Bonsoir, Véronique Belpère, directrice de l'arrondissement. Bonsoir tout le monde. Carlos Acosta, je suis chef de division de l'équipe d'urbanisme à l'arrondissement, en remplacement de mon directeur ce soir. Bonsoir, Martine Delouf, chef de division Parc et horticulture, en remplacement de Caroline Saint-Laurent, directrice des travaux publics. Bonsoir. Bonsoir, Patricia Plante, directrice culture, sport, loisirs et développement social. Bonsoir tout le monde, je suis Richard Gagnon, je suis en remplacement de mon directeur José Pierre au bureau de projet et au développement des services aux citoyens. Bonsoir, Josée Deslongchamps, commandante, poste de quartier 48. Merci beaucoup pour les présentations. Avant d'entamer la période de questions des citoyennes et citoyens, nous avons développé... on le sait, nous, dans l'arrondissement, notre arrondissement est peuplé de gens qui font une grande différence au quotidien. Et on sait que sans eux et sans elles, eh bien, notre qualité de vie serait complètement différente. Et on tient à souligner ces personnes-là extraordinaires qui rendent notre arrondissement si intéressant, si bien à vivre au quotidien. Et ce soir, nous honorons M. Richard Sylvain, qui a dernièrement tourné une page importante en tant que coordonnateur du comité de surveillance Louriel. Donc, M. Sylvain s'est engagé dans ce comité-là, en fait, engagé dans l'arrondissement pour la protection des espaces verts depuis plus de 20 ans. On me disait 23 ans au comité de surveillance Louriel. M. Sylvain, c'est plusieurs chapeaux, plusieurs rôles aussi dans l'arrondissement. On a beaucoup parlé, j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur de travailler avec lui et tous les citoyens qui sont mobilisés autour du boisé Jean Milot. Mais M. Sylvain a aussi été coordonnateur de notre écoquartier, joue un rôle aussi à la Société d'animation de la promenade Belle-Rive et est au cœur du renouvellement et du dynamisme vert qu'on voit maintenant au boisé Jean Milot. Juste pour vous donner une petite idée, le boisé Jean Milot, maintenant c'est un joyau dans le nord de l'arrondissement. Eh bien, on planifiait le détruire pour construire un concessionnaire automobile. Et c'est grâce à des gens qui sont mobilisés dans les années 90, qui ont dit non, non seulement on ne veut pas plus de béton, plus d'îlots de chaleur, on veut préserver cet endroit-là, mais qui était laissé beaucoup à l'abandon. Donc, c'est des citoyens qui ont dit, on ne va pas attendre après les autres pour le faire, nous, on va le faire. Nous, on va faire la différence. Et c'est vraiment un immense travail là, qui a mené toute cette friche-là, qui a finalement devenu un boisé qui a été reconnu comme parc en 2005 et qu'on a finalement classifié comme parc de conservation en 2020. Donc, quand on regarde ça sur 25 ans, c'est vraiment, on a changé la face du quartier grâce à des citoyens comme M. Sylvain. Donc, aujourd'hui, le boisé Jean Milot, si vous ne le connaissez pas, allez le voir.
Été comme hiver, printemps comme automne, ça regorge de vie. Grâce à nos collaborations avec l'arrondissement, on a fait différentes études sur la faune, la flore. On a recensé plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux, une flore très riche, un marais, et le marais Molson, qui est un des rares milieux humides de l'arrondissement, et on a même observé des cantons pour la première fois cette année. Donc, on voit que cet espace-là reprend vie grâce à la mobilisation citoyenne, qui est un super bel exemple de collaboration avec la ville, parce que souvent, la ville, nous, on a des ressources qui sont limitées, mais quand on voit qu'il y a des citoyens qui se prennent en main et qui veulent développer des projets, eh bien, nous, la ville, on est vraiment gagnant de trouver des partenariats puis trouver des manières que d'habitude, nos cols bleus ne sont pas habitués de travailler de cette manière-là, mais on trouve des manières de collaborer pour améliorer le secteur. Donc, c'était beaucoup d'innovation, de dynamisme citoyen. Puis, je le dis régulièrement, je pense que si on avait davantage de comités dans l'arrondissement, tels que le comité de surveillance plurielle qui s'occupe des boisés, citoyen qui les prend en charge, eh bien, je pense qu'on s'en porterait beaucoup mieux. Donc, M. Sylvain a été au cœur de cette revalorisation-là d'espaces verts. Il entame donc un départ tranquillement vers une retraite. C'est quelqu'un d'extrêmement mobilisé et j'espère avoir le plaisir de continuer à le voir se mobiliser sur le terrain et en tant que citoyen bénévole. Mais après 23 ans et après cette annonce d'avoir tourné la page à titre de coordonnateur du comité de surveillance plurielle, c'était très important pour nous de souligner votre départ. Alors, M. Sylvain, pour tout ce que vous avez fait pour l'arrondissement et ce que vous allez continuer à faire, merci beaucoup d'être avec nous. On l'applaudit, s'il vous plaît. Vous pouvez venir signer le livre d'or.
Dans le fond, je vous inviterai à suivre la photographe. Il va y avoir une petite séance photo pour notre invité d'honneur. Merci beaucoup. Vous pouvez revenir après, c'est bien intéressant. Revenez. Donc, merci beaucoup. On va pouvoir poursuivre ce conseil d'arrondissement avec la période de questions citoyennes. Donc, je rappelle les règlements de cette période. C'est une période d'une durée maximale de 90 minutes. On commence. Les 60 premières minutes sont pour les personnes dans la salle. Et ensuite, il y a 30 minutes qui sont dédiées aux questions reçues par Internet avant la séance. Chaque personne inscrite a le droit de poser une seule question et une question complémentaire sur le même sujet, toutes deux d'1 minute 30. Donc, question principale, question complémentaire d'1 minute 30. Tout est beau? Oui. Oui, dites-y qu'on est en train de quelque chose de sérieux, là. Donc, un total de 3 minutes par citoyen. Donc, et les questions portant sur le même sujet sont limitées à 3. Donc, pour les personnes inscrites en personne, nous commençons avec M. Soulière. Bonsoir, M. Soulière. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Alors, toujours en rapport avec le parc Liébert, on remercie l'arrondissement d'avoir répondu à l'appel de M. Yvon Houle le mois dernier qui demandait que le terrain de pétanque soit nettoyé. Et puis, malheureusement, l'ardeur de nos cols bleus a été arrêtée par un nid de frelons qui a été enlevé. Alors, on voudrait juste savoir s'il y aura du gravier de rajouter au terrain de pétanque. Et tout en passant, si on pouvait en avoir aussi à l'aire d'exercice canin, qui a été rénové en 2021, mais auquel on n'avait pas jugé bon à ce moment-là de faire des ajustements de terrain. Le travail de réaménagement était surtout à rajouter des gros bols de pierre, des troncs d'arbres, puis des dalles de béton, mais au point de vue des problèmes qu'on avait de rétention d'eau sur le terrain de l'AEC. Alors, on voudrait savoir si c'est possible d'avoir de la pierre aux deux endroits. Merci beaucoup, M. Soulière. On avait refait les clôtures aussi de mémoire. Oui, on a changé des clôtures de 4 pieds pour d'autres clôtures de 4 pieds. Qui étaient finies. Donc, je ne sais pas si de tels travaux sont prévus. Est-ce qu'on a la question, est-ce qu'on a la réponse aux travaux publics pour M. Soulière ou on lui reviendra dans les prochaines semaines? Oui, bonsoir, M. Soulière. Je vais vous recontacter. Mais sachez que présentement, là, on commence déjà une tournée là, de nos terrains de pétanque, le désherbage, l'ajout de pierre. Donc, je vais communiquer avec vous pour avoir plus de détails là, sur exactement quelle quantité et tout. Puis, on va faire le nécessaire cet automne. Parfait, parce qu'il y avait la continuité des travaux se faisait ce soir même, le désherbage. Alors, vos cols bleus vont sûrement vous donner un rapport comme quoi que le terrain il est vraiment pas droit, là, puis que peut-être 2 mètres au terrain de pétanque, puis une quinzaine de mètres cubes à l'AEC. Parfait. J'attends votre appel. Merci, M. Soulière. Donc, notre équipe va vous revenir prochainement. Prochaine personne inscrit, M. Renaud Dumouchel. Bonsoir, M. Dumouchel. La parole est à vous. Merci. Oui, donc, ma question porte sur la décision de votre administration d'espacer la collecte des ordures dans MHM aux 2 semaines plutôt qu'aux semaines. De nombreux citoyens ont exprimé leur inquiétude par rapport à l'adoption de cette mesure à notre organisme, notre organisme de quartier, qui se nomme la Ligue 33. On compte parmi celles-ci des problèmes d'odeur, le manque d'espace dans les logis et les enjeux liés à la salubrité. Dans votre rapport sur la soirée d'échange de décembre 2022, des pistes de solutions ont été avancées par les citoyens.
Je vais vous lire une liste de mesures qui ont été proposées. Aménagement d'espaces d'entreposage de bacs et de conteneurs dans le quartier où les gens peuvent déposer leurs ordures ménagères, dont de couches lavables. Organisation affectée au ramassage de couches. Ligne d'information. Mesures pour faire pression sur les commerçants afin d'éviter le suremballage. Bacs bruns de plus grande taille. Fourniture de bacs pour protéger les poubelles. Poubelles fermées dans les parcs. Augmentation de la fréquence de collecte de compost. Nous sommes maintenant 9 mois plus tard. Parmi ces mesures, lesquelles avez-vous mises en œuvre et avez-vous un échéancier de mise en œuvre si aucune de ces mesures ont été implantées? Merci beaucoup pour votre question, M. Dumouchel. En effet, le remplacement d'une collecte des ordures par une collecte de compostage est important à différents niveaux pour nous à l'arrondissement. Vos questions sont très spécifiques. J'ai participé moi-même. En fait, on a développé 2 comités, en fait, pour être certain qu'on évalue toutes les différentes possibilités pour réussir cette transition-là. Un comité qui est plus technique avec les différents professionnels de la ville et un comité avec différents membres de la société civile, que ce soit des citoyens, des gens qui travaillent dans les écoles, des gens qui travaillent dans les plans avec une certaine densité, des représentants des garderies, des représentants des commerces. Etc. Ce rapport-là, j'ai bien hâte, je vais me le faire présenter très prochainement. Donc, on va avoir différentes... Nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que tous les éléments qu'on puisse faire pour réussir cette transition-là, on les mette, on les réussisse, puis on va faire des suivis aussi parce qu'il y a aussi des questions d'ajustement dans le sens que quand on innove, quand on change les méthodes de faire, bien, des fois, ça prend un petit peu de fine-tuning aussi. Donc, sur la question de des conclusions de ce comité-là, je ne sais pas s'il y aura un retour public de prévu ou pas, mais nous, ça me ferait plaisir, en fait, de communiquer avec vous les différentes démarches qu'on pourra, qui seront mises de l'avant, parce qu'il y en a quelques dizaines, en fait, là, pour s'assurer de la réussite de ce projet-là. Mais finalement, les conclusions, présentement, elles ne sont pas encore officielles. Oui, OK. Donc, ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est qu'il y a un nouveau rapport que vous n'avez pas encore étudié. Mais quand on parle des solutions qui ont été mises de l'avant par les citoyens, par la société civile, par les différents membres de la société civile que vous avez nommés, aucune de ces mesures-là ont été considérées ou mises en place dans les 9 mois qui ont suivi, en fait, la consultation des citoyens. Il n'y a rien qui a été envisagé là-dedans. Excusez-moi, M. Dumouchel, on s'est mal compris. Toutes les suggestions qui ont été nommées par les partenaires et par les citoyens sont analysées et il y en a plusieurs qu'on met en branle, en fait. Donc, le projet, nous, on considère qu'on intègre tout le monde dans la discussion. On comprend que ça peut brasser certaines habitudes, mais on bonifie beaucoup nos pratiques pour s'assurer que ça soit bien réussi. Et non seulement on fait ça avec les gens localement, mais on regarde aussi comment c'est réussi ailleurs, dans d'autres villes, parce qu'on le sait que Toronto, Calgary l'ont fait, Drummondville, Longueuil, plusieurs villes avec une certaine densité, même des quartiers plus denses là, de la CMM, l'ont fait aussi. Donc, on est aussi en communication avec eux pour que les meilleures pratiques soient intégrées. Donc, les propositions sont analysées et lorsqu'on aura les éléments officiels, on va pouvoir vous les communiquer si vous voulez qu'on fasse un suivi avec vous. Oui, ce serait apprécié. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a des analyses, des discussions, mais il n'y a pas eu de mise en œuvre. On n'a pas les conclusions du rapport. Ça répond à ma question, merci. Merci. Monsieur David Soucy. Bonsoir, M. Soucy. Bonsoir. Ma question va également concerner l'espacement de la collecte des ordures. Donc, c'est ça. Je viens de voir que vous avez discuté des questions concernant les consultations. On comprend qu'il y a 2 comités, puis qu'il vous reste certaines analyses à faire. Mais moi, ce que c'est
ce que je me questionnais beaucoup aussi. L'industrie de la construction produit en moyenne 14% des déchets de l'agglomération de Montréal, puis le dépotoir déborde. Ça veut-tu dire que vous envisagez de mettre un moratoire sur les nouveaux développements, dont le PPU Radisson? Non. OK. Puis, ce que je comprends pas, c'est comment que vous envisagez de régler la question du dépotoir sans considérer de s'attaquer à la source. Ça serait plus intelligent de viser les producteurs et non nécessairement les consommateurs? C'est une très bonne question, M. Soucy. En fait, pour réussir la transition écologique, ça va vraiment être une série de mesures qui, l'une en combinaison avec l'autre, vont faire qu'on va réussir à atteindre nos objectifs pour léguer une planète viable à nos enfants. Puis on sait, avec l'été qu'on vient de vivre, puis la canicule qu'on vit présentement au mois de septembre, les inondations de cet été, les feux de forêt, le verglas ce printemps, on doit tout faire pour réussir cette transition climatique-là. Et moi, c'est au cœur de mon engagement. Les enjeux de l'industrie de la construction, oui, on doit en faire davantage. Ce n'est pas les seuls. Si vous avez vu aussi, il y a eu toute... il y a la mise en œuvre aussi du règlement qui interdit l'utilisation du plastique unique aussi, qui est mise en œuvre, qui est annoncé plusieurs mois et quelques années en avance. Donc, il faut vraiment qu'on fasse plusieurs interventions qui sont toutes complémentaires pour atteindre nos objectifs. Parce que si on se dit seulement, OK, on va s'attaquer au plastique unique, puis après ça, on fera la prochaine étape, bien, ça va prendre 3-4 ans pour avancer une première étape. Puis après ça, on se dit, OK, on s'attaque à l'industrie de la construction, ça va prendre un autre 3-4 ans, on va se ramasser en 2050, on va avoir explosé le 2 degrés supplémentaires sur la planète et on va vivre des conséquences dramatiques. Donc, toutes ces séries-là sont à mettre en œuvre un peu parallèlement, puis on essaie du mieux possible de le faire. Et si vous vous êtes intéressé à voir un peu le portrait 360 que fait l'arrondissement sur la question climatique, notre plan climat que nous avons adopté en décembre dernier est un excellent document qui a été souligné par plusieurs organisations aussi. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, je vous irez faire. OK, merci. Merci, M. Soucy. Merci de votre présence ce soir. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais juste donner un très court complément d'information aux citoyens? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de monde dans la salle ce soir, donc... Ce n'est pas tellement dans nos pratiques. D'habitude, je propose aux gens dont ils sont les représentants. Là, je ne l'ai pas fait. Je vais reprendre cette habitude-là, mais M. Soucy n'est pas sur votre territoire. Donc, je pense que je n'ai pas envie d'ouvrir ce type de pratique-là pendant nos conseils d'arrondissement. Mais n'hésitez pas après la séance, toutefois, s'il y a davantage d'informations. Ensuite, une autre question de M. Gérard James Germain. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, vous avez la monsieur, parole. On peut poser la question que moi, je m'interrogeais, surtout sur la collecte des déchets. Et l'autre question, c'était l'encadrement de l'arrondissement avec les citoyens. Oui, envoyer un petit papier à la maison, dire, OK, on va faire la collecte aux 2 semaines. Est-ce que, à part ce petit papier-là, est-ce qu'il y a un autre encadrement, d'autres informations, un peu plus, on va dire, c'est pas tout le monde qui prend pour vous avouer, mon voisin, il a pris le papier, direct au recyclage. Donc, juste savoir s'il y a un encadrement à plus que les mots qu'on nous fait circuler, tout ça. C'est un excellent point. Excusez-moi, je vais reprendre avec l'habitude que j'ai habituellement d'offrir la première réponse au conseiller qui représente le district du citoyen. Monsieur James Germain habite le district de Louriel. Est-ce que Mme Zinger-Ramos, vous voulez prendre la parole ou j'y vais?
OK, merci. Bien, en effet, là, monsieur James Germain, c'est bien ça? C'est le nom de famille composé, comme moi, en fait, comme les semblait. C'est monsieur Germain? Oui, c'est ça. OK, excusez-moi, je ne savais pas. Nous autres, on a tout mêlé les affaires avec nos noms composés doubles. C'est le prénom des fois. Donc, ben oui, vous avez raison. Dans ces situations-là, où est-ce qu'on change les habitudes des gens, par le passé, là, comment la Ville agissait, c'était on change nos manières de faire, puis on va envoyer un petit papier, puis that's it, puis les citoyens, ils vont l'apprendre à la dure. Ce n'est plus ce qu'on fait. Et ce n'est absolument pas notre approche dans l'espacement de la collecte des ordures pour être remplacé par le compostage, en fait. Donc, l'objectif, puis au cœur de la réussite de ces projets-là dans les autres villes avec qui on parle pour s'assurer de la réussite de ce projet-là, c'est l'accompagnement citoyen et l'information citoyenne. Il faut aussi garder en tête que plusieurs citoyens qui soit ont des problèmes de lecture ou des problèmes où ils ne connaissent pas suffisamment le français pour bien comprendre les informations écrites qu'on reçoit. Donc, cogner aux portes, rencontrer, faire différentes stratégies de communication écrite, mais pas seulement un envoi postal, que ce soit visible dans le quartier avec des panneaux, tout ça. Rencontrer les gestionnaires de bâtiments où est-ce qu'on se doute qu'ils pourraient avoir des plus grands enjeux. Rencontrer les centres de services scolaires. Tantôt, je ne l'ai pas nommé, mais on a aussi sur notre comité des gens de l'OMHM, l'Office municipal d'habitation de Montréal, donc pour pouvoir faire des interventions ciblées dans ces bâtiments-là. Donc, on cible les bâtiments et on envoie donc des inspecteurs ou des gens de l'écoquartier qui font de la sensibilisation aux gens pour dire aux gens, là, tout ça, ça va être transformé, tout ça va être changé. C'est un processus qui est en cours. Fait qu'on est beaucoup dans l'accompagnement, en fait. Puis c'est ce qui réussit. Donc, on n'est pas dans une confrontation, on est beaucoup dans l'accompagnement. En fait, c'est un processus parce que lorsque les gens sont ciblés par cette mesure d'espacement-là, ils ont reçu leur bac de compost au plus tard 6 mois avant la transition. Donc, il y a tout un accompagnement qui est fait. Il y a aussi une ligne téléphonique, un courriel qui est disponible aux gens. Donc, ils peuvent toujours aussi nous contacter au 3-1 au bureau de l'arrondissement. Donc, on veut que les gens aient l'information pour que ça réussisse. Et pour les poubelles, les bacs pour les poubelles, est-ce que les citoyens doivent faire la demande aux autres ou normalement la Ville va contacter chaque propriétaire de building? Vous parlez des bacs de poubelles ou des bacs de compost? Les bacs de poubelles. Les bacs de poubelles, ça ne changera pas, en fait, dans le sens que la collecte ne changera pas. Ça va être la même méthode, c'est juste qu'elle va avoir lieu une fois aux 2 semaines à place d'avoir lieu une fois par semaine. L'objectif, en fait, là, dans tout ça, c'est que ce qu'on réalise, c'est que 85% de nos poubelles n'en sont pas. Ce qu'on trouve dans nos poubelles, c'est du stock qu'on aurait pu récupérer, amener à l'écoquartier ou composter. Et on l'a bien vu cet été, je ne sais pas si vous l'avez vu dans quelques médias, seulement 1 Montréalais sur 3 composte présentement. Donc, les gens pensent que le compostage, c'est optionnel. Et qu'on l'offre pour le fun si vous êtes écolo. T'sais. Mais la réalité, c'est qu'il y a une obligation d'utiliser le compostage une fois qu'on l'offre à la maison. Ce règlement-là a été voté là, avant l'ère Valérie Plante. Là, ça fait, et il faut que les gens l'utilisent parce que plus de 50% de ce qu'on trouve dans les poubelles, c'est du stock qu'on aurait pu mettre dans le compost et qu'on aurait pu donc faire du compost avec ça ou du biogaz, parce qu'on est en train d'investir dans une usine pour faire du biogaz. Pendant ce temps-là, alors que quand les gens ne compostent pas, ben ces matériaux organiques-là, à la place d'être réutilisés puis qu'on leur fasse une nouvelle vie, ben ils se ramassent dans le dépotoir, principalement à Terrebonne, qui est sur le point de déborder. 2028-2029, il va être plein. Et en plus de ça, il crée des gaz à effet de serre. Donc, c'est une double problématique auquel on s'attaque, puis on compte bien la réussir en communiquant bien avec les gens. Parce que, comme disaient ces messieurs, c'est que la différence, comme vous dites aussi, c'est ce qui peut aller au compost s'en va aux poubelles, mais c'est le délai en 2 semaines. Pour certaines personnes, ils l'ont, on va dire, prendre l'habitude de faire le compostage, les poubelles et tout. Mais là, on va être
faire face avec des verres, l'odeur et tout. Comme ce monsieur, oui, mais c'est votre troisième intervention, donc on va clore là. Mais juste pour vous dire, le compostage et le recyclage vont continuer d'être amassés à chaque semaine et 98% des choses qui puent dans votre poubelle vont dans votre compost. Donc, si on fait le transfert de ce qu'on met dans la poubelle vers le compostage, les impacts sont assez minimes. Merci, Monsieur Germain, puis on va vous recommuniquer aussi dans la prochaine semaine pour l'autre enjeu dont nous avons discuté. Maintenant, nous avons eu donc 3 questions sur l'espacement de la collecte des ordures. Toutefois, il n'y a pas beaucoup de personnes dans la salle, là, donc moi, je suis à l'aise à ce qu'on poursuive quelques minutes encore une fois. D'habitude, ce n'est pas ça parce que c'est plus populaire, mais là, on est là. On n'a pas encore atteint l'heure, donc moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on poursuive. Monsieur Pierre Hébert. Bonsoir, M. Hébert. Merci de prendre la peine de me donner la parole, même si les délais ou les questions sont passés. C'est au sujet des vidanges. Effectivement, j'ai regardé l'ensemble du processus, j'ai reçu le petit papier. Et puis, vous n'avez pas envisagé, avant de nous imposer ça, parce qu'on n'a comme pas le choix, là, on est devant un fait accompli, vous avez posé ce que vous voulez, le papier est passé, le 13 novembre est cédulé, ça commence cette date-là, puis la machine part. Sauf que je regarde l'ensemble des 2 arrondissements projet pilote, vous dites que ça avait été pas pire, là, des résidus puis tout ça. Bon, il y avait une amélioration. Puis malgré tout ça, je me dis qu'il y avait eu sur 5777 résidences, il y en avait un sondage téléphonique, 709 personnes seulement. Puis quand il y a eu une assemblée, il y en a eu 23 seulement. Fait que sur 2 personnes par résidence, 14 000 personnes, tu te ramasses avec 23. C'est pas représentatif. Quelque chose qui va autant bouleverser nos vies que ça. Là, moi, ça fait 49 ans que je vis dans l'arrondissement, ou je ne sais pas, je ne pose pas de questions. Je me dis, ça n'aurait pas été quelque chose avant de dire, on consulte tout ça, mais nous consulter d'aplomb. Dire, à telle date, il va y avoir une question qui touche tellement tout le monde, du plus vieux au plus jeune. On va faire un genre de référendum spécial, mais pour demander l'avis de nos citoyens. Parce que comme c'est là, moi, puis beaucoup d'autres à qui j'ai parlé qui n'ont pas osé venir, on aimerait ça être consulté plus que ça, mais que ce soit vraiment correct, une consultation réelle, pas bidon. Dire, êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Si vous n'êtes pas d'accord, on ne vous embarquera pas, parce que là, comme c'est là, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le 13 novembre, le troc passe, puis pouf, ça commence comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça que j'appelle une consultation. Donc, pour finir, est-ce que vous pensez, vous avez envisagé l'idée de nous faire une vraie consultation avec des dates fixes, qu'on puisse voter pour ou contre? Parce que dans l'arrondissement, depuis les années que je suis ici, c'est la question qui touche vraiment le plus tout le monde. Puis c'est comme une question parmi tant d'autres, on le fait, puis on change des rues, des one-way, des pistes cyclables, ça va. Mais les vidanges, au 15 jours, c'est pas pareil. Merci. Merci, M. Hébert. Vous pouvez rester au micro si je vais laisser... Est-ce que Mme Zünger-Ramos, vous voulez intervenir? Mais, merci, M. Hébert, pour votre question. Écoutez, on ne tournera pas autour du pot, là. Il est vrai que l'arrondissement et aussi la Ville de Montréal, dans une certaine mesure, là, parce que l'espacement de la collecte découle du plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal. Il est vrai que on ne fait pas un vote sur est-ce que les gens sont pour ou contre ce type de mesure-là. Pourquoi est-ce que cette mesure-là n'est pas mise au vote? Parce que quand on voit l'utilisation du compostage à Montréal, elle est très faible. Elle est considérée par plusieurs citoyens comme étant facultative. Et depuis 2008, le gouvernement du Québec a imposé aux municipalités d'atteindre un seuil de 60 %, je crois, 50 ou 60 %. Le gouvernement du Québec, depuis 2008, impose une municipalité d'atteindre un seuil de compostage que la Ville de Montréal n'atteint pas du tout. Présentement, selon les arrondissements, on est entre 30 et 35 %. Et toutes les différentes analyses à travers le Québec et les écrits là-dessus démontrent que la sensibilisation est essentielle, mais elle a aussi une limite, dans le sens qu'à un bon moment donné, pour que le comportement soit transformé, bien, on doit imposer une certaine contrainte. On sait que c'est difficile, puis on sait que c'est un changement des habitudes de vie au quotidien. Mais
c'est un processus qui est quand même très public, dans le sens que peut-être que vous n'avez entendu parler dernièrement, mais la politique imposée par le gouvernement du Québec, c'est depuis 2008. Le plan directeur de gestion des matières résiduelles a été adopté suite à une consultation majeure de la Ville de Montréal où il y a eu plus d'une centaine de dépôts de mémoire et de participants en plus de sondages. L'espacement de la collecte découle du plan directeur gestion matières résiduelles de la Ville de Montréal. Et dans l'espacement de la collecte en arrondissement, on a parlé beaucoup aux gens, on a fait du porte-à-porte, on a fait différentes manières de communication qui nous ont permis de démontrer que les gens, lorsque l'espacement de la collecte a commencé, ils savaient, à plus de 90 % les gens savaient que le projet avait lieu. Donc, les communications ont été bien faites et on a voulu intégrer le plus possible les gens, les citoyens, les acteurs de la société civile dans l'application de cette mesure-là, dans le cadre de nos démarches de consultation. Il y a une consultation publique à l'automne où les gens ont pu venir proposer leurs suggestions, nommer leurs questions, leurs préoccupations. Et en plus de ça, on a un comité technique d'experts de la Ville et un comité de concertation composé de tous les acteurs de la société civile dont je parlais tantôt, des citoyens, des commerçants, des garderies, l'OMHM. Ils ne sont pas présentés, eux autres, je pense, dans le texte que j'ai lu. Excusez-moi, je vais juste terminer ma réponse. Fait que tout ça pour dire que on le fait, on communique du mieux possible et on pense que c'est un des projets là, où est-ce qu'on est allé chercher le plus d'input citoyenne possible, mais on ne sera pas fermé aux commentaires pour s'assurer de l'améliorer si on considère que ça ne fonctionne pas bien. Mais c'est certain, mais la nécessité d'atteindre nos taux de compostage, elle est essentielle parce que présentement, Terrebonne, ça déborde, puis la crise climatique est bien réelle. La carrière Miron, on ne pourrait pas la rouvrir. C'est bon pour 50 ans, ce minimum. Vous voudriez faire un dépotoir dans la carrière Miron? Bien, c'était sa fonction première au début. Ça a été fait. Vous en parlerez aux gens de Contrecoeur, vous viendrez me voir, là. OK. En tout cas, je vais terminer en pensant que, finalement, il n'y aura pas de consultation à large pour tout le monde dans l'arrondissement. Il n'y aura pas de vote sur est-ce que ça se fait ou est-ce que ça ne se fait pas. Ça va se faire et on va intégrer les gens le plus possible dans comment bien le faire. Merci, M. Hébert. M. André-Philippe Doré. Bonsoir, M. Doré. Bonsoir, merci de prendre ma question. En fait, elle est relativement simple. Puis justement, j'imagine que vous allez avoir une réponse assez précise puisque, comme vous dites, l'arrondissement a fait plein de consultations avec tout le monde, tout ça. En fait, je me demande, vous estimez que c'est combien de pourcentage des gens dans l'arrondissement qui sont pour l'espacement de la collecte? Je ne crois pas, je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement, là, mais je ne crois pas qu'il y ait une forte majorité. Je ne pense pas qu'il y ait 80% des gens qui disent « Hey, j'ai le goût de changer mes habitudes de vie ». Peut-être 1 sur 2. J'estimerais à peu près 1 sur 2. La réalité, c'est qu'on n'a pas le choix de transformer nos habitudes de vie. On essaye de le faire là, en mettant les citoyens les plus dans le coup, aller chercher toutes leurs propositions, aller chercher les meilleures idées possibles, faire de l'accompagnement citoyen. On a vraiment une démarche très large. Puis je pense que mes différentes réponses l'ont démontré, puis je suis sûr que j'en ai oublié parce que je n'ai pas révisé ce dossier-là avant de venir ce soir, là. Mais c'est surtout nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. OK. Merci pour la réponse. Puis en fait, ce que je me demande, c'est, considérant que vous dites qu'on n'a pas le choix, c'est le provincial qui a imposé une norme sur le compost. Si on ne l'atteint pas, j'imagine que ça met l'arrondissement dans le trouble. Est-ce que vous considérez que c'est un régime démocratique si on est obligé de suivre des choses puis les imposer aux citoyens sans les consulter? Ou est-ce que comment vous, je veux dire, comme élu, vous avez une obligation de continuer la démocratie, on s'entend, c'est comme un peu la base de
de notre société, à ce qui paraît. Fait que, comment vous conciliez cette contradiction-là, le fait que vous êtes obligé d'imposer aux gens quelque chose, vous pensez que ce serait impossible, puis ce serait en fait une mauvaise chose de faire une consultation, puis vous pensez que c'est peut-être la moitié qui sont pour. Fait que je comprends vos points, mais moi, ça me perturbe un peu. Est-ce qu'on devrait établir la dictature tant qu'à y être, ou tant qu'à prendre une décision pour le monde? On tombe dans de la philosophie politique, puis j'aime quand même beaucoup ça. On est dans un contexte de démocratie représentative qui est bien imparfait. On essaie de mettre en œuvre des procédures de rapprochement des citoyens parce que je suis bien conscient que la démocratie représentative a ses limites. Toutefois, c'est pas parce qu'on fait davantage d'efforts pour aller chercher le contact avec les citoyens qu'on arrive avec une finalité où est-ce que les décideurs démocratiquement élus peuvent prendre une décision. Donc, nous, on est clairement favorable comme administration pour aller chercher davantage d'input citoyens. Par exemple, depuis mon élection, on a dédié une personne qui, à temps plein, à la division des communications, ne fait que des relations avec les citoyens, des consultations. On a beaucoup augmenté ça. On a développé les budgets participatifs aussi qui sont super chouettes. Entre autres, à Saint-Donat, le chapiteau, c'est suite au budget participatif. C'est des choses qu'on veut mettre en œuvre, dont on est très content. Mais au final, on doit aussi prendre des décisions dans notre contexte de démocratie bien imparfaite. Mais comme disait Churchill, c'est le pire régime à part tous les autres. Et comme disait Bonenfant aussi, c'est quelque chose qui est nécessairement, constamment à améliorer notre démocratie. Mais on doit prendre une décision. Et ce n'est pas seulement parce qu'on se le fait imposer par Québec, mais aussi parce qu'on jette beaucoup trop de choses. On est un peuple, les Québécois, qui jettent du stock par les oreilles, on jette des affaires, on consomme comme des fous et on doit réduire notre impact sur la planète. Donc, c'est pour ça qu'au conseil municipal, on a voté, je pense que c'était à l'unanimité, du moins les deux grands partis politiques, Ensemble Montréal et Projet Montréal, on a voté pour un espacement de la collecte. C'est comme ça que ça fonctionne en démocratie représentative et j'espère que notre démocratie va être constamment en amélioration. Merci. Merci, M. Doré. D'accord, on pourrait donc passer à la période des questions électroniques. Madame la directrice d'arrondissement lira les questions des citoyens. Oui, d'accord. Merci, Monsieur le maire. Donc, Colin Créado, au nom des résidents d'un code postal qu'on identifie ici, qui est celui des résidents de Oshakondo. Nous aimerions attirer votre attention sur la dégradation de notre quartier. Le nombre de vols augmente, incluant dans nos garages souterrains visités par des professionnels munis d'outils électriques et ciblant vélos et autres objets. La maison de chambre non supervisée avec les drogués qui se promènent pendant les heures d'école, les services sexuels offerts 24/7 au coin Sainte-Catherine-Est et Nicolet, ainsi que le vandalisme de nos immeubles, incluant des bris causés par des projectiles d'armes à air comprimé. Les rapports de police s'accumulent, mais sans images de caméras de surveillance, rien ne bouge. Nous demandons à l'arrondissement d'installer des caméras du SPVM pour contribuer à dissuader la criminalité et maintenir la sécurité du quartier. Nous souhaitons améliorer le sentiment de sécurité par l'ajout de passages pour piétons, la mise à niveau des trottoirs et des rues, la mise à jour des panneaux de stationnement ainsi que l'augmentation de la végétation et de l'éclairage. Bonsoir, Monsieur Créado. Merci pour votre question. On est très ouvert à toute proposition pour améliorer le sentiment de sécurité. Donc, vous nommez, là, entre autres, passage pour piétons, mise à niveau des trottoirs et des rues, panneaux, meilleure végétation, meilleur éclairage. C'est toutes des choses qu'on souhaite bonifier. C'est ce qu'on a fait sur Sainte-Catherine, un petit peu plus à l'est de chez vous, entre Viau et William David, de mémoire.
Et c'est certain qu'on aimerait faire ce même genre d'intervention-là, mais c'est coûteux. Donc, si vous avez des propositions très concrètes là, sur le domaine public, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, écrivez-moi ou contactez le 3-1. En fait, c'est toujours bon de contacter le 3-1 avant tout. Et s'il n'y a pas de changement suite à vos demandes, vous pouvez nous contacter. Mais pour ce qui est de l'installation de caméras, l'arrondissement ne prévoit pas installer des caméras à travers l'arrondissement. Et pour ce qui est de tout vol de vélo, on a différentes mesures là, telles que l'application Garage 529, telles que des séances où est-ce qu'on peut graver nos vélos pour mieux les protéger. Et pour la cohabitation, en fait, là, c'est juste cette année, c'est plus d'1 million de dollars là, qui a été principalement dans Hochelaga Maisonneuve en mesures supplémentaires pour les gens qui ont des enjeux de consommation, en plus de l'arrivée de l'escouade EMIS. Donc, on en fait beaucoup. Cela dit, vous pouvez toujours contacter votre poste de quartier. Il est possible que vous ayez le syndic de copropriété là, puisse organiser une rencontre avec le PDQ. Vous pouvez partager vos préoccupations. On est toujours très ouvert à entendre ces préoccupations et surtout vos propositions, mais on s'entend que je pense que c'est sûr, on le savait un petit peu avec l'arrivée d'Ocha sur la rue Sainte-Catherine. Pour habiter moi-même dans le secteur depuis longtemps, on savait que les nouveaux arrivants pouvaient peut-être à certains moments trouver ça difficile parce qu'il y a une faune spécifique à Sainte-Catherine où est-ce que la cohabitation n'est pas toujours facile, mais où est-ce que tout le monde est citoyen et mérite des services. Deuxième question, Madame la directrice. Une question de Kim Lévesque. Bonsoir, je suis propriétaire d'un chien et je vis près du parc Saint-Donat. À ma grande déception et celle des propriétaires canins que j'ai eu la chance de parler, nous constatons qu'il n'y a aucun parc à chiens à distance raisonnable de marche dans notre zone. Les autres parcs demandent l'utilisation d'un véhicule pour s'y rendre, ce qui n'est pas une option pour plusieurs. Et je n'ai moi-même pas accès à une cour arrière. Je crois qu'il est apparent qu'il y a une augmentation significative des propriétaires d'animaux depuis la pandémie et le manque d'infrastructures pour supporter ce besoin grandissant se fait ressentir, surtout que plusieurs se tournent vers des zones clôturées non autorisées aux chiens. Ne serait-ce pas possible d'envisager la construction d'un parc à chiens, par exemple dans le parc Saint-Donat, à côté de l'Arena, dans la zone qui fait face à l'église? Cela répondrait possiblement aux critères de distanciation des habitations aux alentours. Merci, Madame Lévesque, pour votre question. Je comprends qu'il y a des gens qui sont dotés de chiens, puis qui aimeraient, maintenant qu'ils ont acheté un chien, avoir une nouvelle infrastructure plus proche de chez eux, parce qu'ils n'avaient pas vu venir le coup. Nous, à l'arrondissement, on doit veiller à respecter... c'est toujours un fragile équilibre, hein, Madame Lévesque, la cohabitation, on a régulièrement des questions sur la cohabitation. Et ce qu'on a réalisé par le passé, c'est lorsqu'il y a des nouveaux parcs à chiens à proximité de résidences, comme le parc à chiens La Lancette, lorsqu'on arrive avec une nouvelle infrastructure où est-ce qu'il y a des chiens 24 heures sur 24, bien, ça jappe. Les chiens, ils ont du fun, là. On a des belles installations, c'est le fun, tu sais, tout le monde est là, c'est des belles installations, on en est fiers. Mais quand on les installe à moins de 100 mètres de résidence, ça génère beaucoup de plaintes. Parce que les chiens jappent, puis ils vont 24 heures sur 24. Puis nous, on ne peut pas poster un policier là, à côté du parc à chiens, là. Ils ont d'autres choses à faire. Donc, c'est pour ça que, lors du dernier mandat, on a adopté une politique à l'unanimité, en 2018, là, qui encadre le développement des aires et espaces canins dans l'arrondissement. Cette politique-là impose un minimum de mètres que tout nouveau parc à chiens doit être de résidence pour assurer la saine cohabitation. Puis présentement, moi, ce que je comprends de tous les membres du conseil, c'est que tout le monde soutient encore cette politique-là. Je n'ai pas eu de proposition de modification de cette politique-là. Donc, la politique continue de s'appliquer pour favoriser la cohabitation. Merci beaucoup, Madame Lévesque. Prochaine question. Une question de Galeb Kelidj. Depuis 1 an,
Nous vivons des inondations à chaque grosse pluie, ce qui n'arrivait pas avant 2022. L'égout sur la rue Béliveau, entre Chambly et Nicolet, ne parvient plus à extraire l'eau. L'eau descend dans les ruelles et remplit les terrains d'eau jusqu'à descendre dans les sous-sols, ce qui cause énormément de dégâts. Dans le quartier, nous sommes tous anxieux dès qu'il pleut. Ma question est donc, quel est le plan pour avoir des égouts dignes d'une métropole? Il va pleuvoir de plus en plus et il faudrait des actions dès maintenant. Gérer une ville, c'est avoir des actions proactives et ne pas attendre que le pire arrive pour réagir. Oui, merci beaucoup pour votre question. Je la prends. En effet, on fait face là, à un enjeu majeur à la Ville de Montréal. On n'a pas assez entretenu notre réseau d'infrastructures souterrains par le passé et maintenant, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup. Les médias nous le rappellent constamment, puis les gens nous le rappellent, il y a beaucoup de comptes, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça, mais on en fait beaucoup parce qu'il faut que la ville soit plus résiliente face aux fortes pluies. On le sait qu'avec la crise climatique, on l'a vu encore une fois cet été, les fortes pluies en un court laps de temps sont de plus en plus fréquents et malheureusement, simplement rajouter des plus gros tuyaux dans les secteurs où est-ce que c'est problématique ne sera pas la solution. Parce que même si le tuyau est plus gros à un certain endroit, bien, il faudrait changer la canalisation au complet jusqu'à l'usine pour qu'il y ait davantage de capacité. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est de déminéraliser davantage nos villes, déminéraliser particulièrement les secteurs où est-ce qu'on vit de l'inondation. On a un super beau projet qui est contesté par des citoyens, mais on y croit, qui s'appelle le projet au parc Pierre-Bédard de Jardins résilients. Et on essaie d'en faire le plus possible maintenant. À chaque fois qu'on fait des saillies, si on peut installer des saillies drainantes, on le fait. À chaque fois qu'on agrandit nos saillies de parc ou qu'on déminéralise du béton, c'est une meilleure gestion d'eau de pluie. On le fait différents projets, là, entre autres les Nous du skatepark Honoré-Mercier, qui est un processus vraiment innovant. Mais ce que je dois dire toutefois, c'est que je ne peux pas parler de votre cas bien spécifique parce qu'on est ciblé par une poursuite aussi. Donc, globalement, vous voyez qu'on s'active le plus possible, mais pour parler de votre adresse bien spécifique, je dois aussi me garder une petite gêne parce que nous sommes ciblés par une poursuite là, dont je crois que vous êtes un des promoteurs. Là. Donc, on doit se garder une petite gêne en termes légaux. Merci beaucoup pour votre question. Maître Belpère. La prochaine question de Martine Chagnon. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller et conseillère. Étant donné que le journal local publié par le groupe Métro-Média n'existe plus, avez-vous pensé à des pistes de solutions pour rendre accessible l'information locale à l'ensemble de la population de l'arrondissement? Informations, opinions, annonces de commerçants du quartier, petites annonces. Un journal permet une cohésion sociale essentielle. Que pouvez-vous faire? Merci. Madame la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Oui, bonsoir Madame Chagnon, merci pour la question. Écoutez, tout le monde a été pris de court par l'annonce de Métro-Média, puis on le sait, on est en train de vivre une crise des médias. MaTV a aussi récemment annoncé la cessation de ses activités. Alors, arrondissement, comme citoyens, citoyennes et journalistes, on doit être innovant dans la façon dont on informe la population. Évidemment, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et plus largement la ville de Montréal met toutes ces informations sur son site web, les plateformes de réseaux sociaux que vous connaissez, Facebook, Instagram, X, nos plateformes réseaux sociaux comme élus. C'est aussi un bon moyen de suivre nos actualités district par district. Et puis, évidemment, on s'attend aussi à ce qu'il y ait de nouvelles plateformes qui émergent. Mais je veux en profiter parce que les communications de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sont particulièrement innovantes et proactives. Alors, je veux adresser un bravo et un beaucoup à l'équipe des coms de MHM. Merci beaucoup. Prochaine question.
Une question de Robin Saint-Amand. Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des séparateurs de rue sur Notre-Dame entre l'avenue d'Orléans et Pie-Neuf pour empêcher certains automobilistes de rouler en sens inverse sur Notre-Dame-Est afin de tourner vers le nord sur Jeanne d'Arc pour éviter les feux de circulation sur Pie-Neuf. C'est une situation très préoccupante pour la sécurité des autres automobilistes, des piétons et des cyclistes qui doivent traverser Jeanne d'Arc à mi-îlot. Une autre solution serait de modifier l'avenue Jeanne d'Arc en sens unique vers le sud. Merci de prendre en considération ma demande. Merci, M. Saint-Amand, pour votre question et votre proposition. On va soumettre votre proposition à nos professionnels. Je ne peux pas me commettre sur est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que c'est souhaitable ou pas, mais nous allons regarder. On se fait régulièrement interpeller là, sur la question de la sécurité sur Notre-Dame. On est très mobilisé sur cette question, très préoccupé sur cette question-là. Donc, tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, on va le faire. Merci pour votre proposition, M. Saint-Amand. Prochaine question. Une question de Marc-André Sainte-Marie. Nous sommes propriétaires d'une résidence unifamiliale au 369 avenue Lebrun. Nous savons depuis le mois d'avril que notre égout unitaire est brisé et qu'une réparation majeure s'impose. Mais un différend avec la Ville retarde les travaux. La Ville nous demande de prouver que nous avons un égout autonome, sinon nous devons procéder à l'installation complète de 2 égouts sanitaires et pluviales. Or, il est clair que notre maison construite au début des années 1900 a toujours eu un égout autonome. C'est au moment où la Ville a installé un puisard dans la ruelle que notre égout a été relié à l'égout pluvial de la ruelle par la Ville. Nous voilà donc coincés. Et le temps presse. Est-ce que dans les circonstances, nous pouvons compter recevoir notre permis dans les meilleurs délais? Louise Gauthier et Marc-André Sainte-Marie. Merci beaucoup pour votre question. C'est un dossier qui est très technique. Est-ce que M. Gagnon pourrait répondre à votre question? Merci. Oui, vous m'entendez bien? Parfait. Alors, pour répondre à la question de ce couple de la rue Lebrun, je vais vous référer au règlement, le règlement numéro 20-030 qui s'appelle le règlement sur les branchements au réseau d'aqueducs et d'égouts publics et sur la gestion des eaux pluviales. Ce règlement-là vient encadrer tous les branchements qui doivent se faire sur des bâtiments neufs, également sur des bâtiments en transformation ou lorsqu'il y a un égout ou encore un branchement d'aqueduc qui est brisé. Donc, c'est vraiment ce règlement-là qui vient encadrer tous ces branchements-là. Dans votre situation, effectivement, vous avez un égout qui déverse sur le côté par la ruelle, donc dans un égout qui est pluvial. Ce que le règlement nous dit à ce cas-ci, c'est que pour toute maison qui ont besoin, un besoin pour un remplacement ou une démolition, donc le remplacement du drain ou la démolition de la maison, bref, ici, on est dans une situation de remplacement de drain, on doit se conformer au nouveau règlement. En fait, ce règlement-là date de quand même quelques années déjà, mais il est impératif et il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc, pour vous, le règlement impose que vous devez vous faire construire un égout, qui est un drain de maison qui s'en va vers l'égout principal sur la rue Lebrun, donc en façade de votre résidence. Le drain doit être rectiligne et être branché à 90 degrés dans l'égout. Et maintenant, il y a aussi, depuis la venue de ce règlement-là, il y a aussi en fait une nouveauté, c'est que vous devez construire un drain pour tout ce qui est pluvial, donc captation d'eau de toit et tout ça, et un autre drain qui est pour le sanitaire, donc pour tout ce qui est les services, toilettes, bains, lavabo et tout ça. Et ça, ça doit être construit et branché à l'égout existant sous la rue Lebrun. Il n'y a aucune marge de manœuvre pour nous. Ce n'est pas un règlement d'arrondissement, c'est un règlement pour la Ville de Montréal. Donc, c'est ce qui doit être fait. Alors, vous êtes déjà en contact avec l'agent technique chez nous à l'arrondissement. Je vous invite à la contacter. Effectivement, l'émission du permis devra se faire selon ces conditions.
Merci, M. Gagnon. J'ai aussi omis de proposer au conseiller. Non, ça va? D'accord. Merci beaucoup pour votre question. On peut donc passer au prochain point de l'ordre du jour. Est-ce que les conseillers souhaitent une petite pause? Nous allons suspendre pour 10 minutes et reprendre à 19h47. Je propose, appuyé par Mme Hassan Cournol, de reprendre la séance. Nous sommes donc au point 10.03, soit adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement. Excusez-moi, je suis l'enfer. Ça fait 5 ans et demi, puis je suis encore confus. Que je propose, appuyé par Mme Hassan Cournol. Y a-t-il des interventions? Non. On peut donc y aller au 10.04, soit la déclaration des membres du conseil dans l'ordre habituel. Monsieur Hénoratel. Merci, Monsieur le maire. L'ordre habituel n'est pas tant habituel pour moi et ma collègue. C'est pour ça que des fois, on est un peu pris au dépourvu. Mais merci tout le monde qui nous regarde ce soir pour le conseil. Je vais faire ça très, très, très rapidement. Seulement 2 dossiers dont je voulais vous parler. Tout d'abord, souligner la foire commerciale qui a eu lieu dans Tétroville il y a de cela environ 1 semaine et demie maintenant et remercier tous les organisateurs de l'événement, donc tout particulièrement l'Association des commerçants de Tétroville, mais également tous les autres partenaires de l'événement, notamment la crèmerie Bonbon Plaisir, les loisirs Sainte-Claire, bref, tous ceux qui ont été partie prenante de l'organisation. Je pense que c'est un moment fort à chaque année dans Tétroville. La foire commerciale, ça permet de rassembler à la fois les organismes communautaires, à la fois les commerçants, les résidents. Donc bref, encore une fois, une belle réussite et ce, malgré la pluie. Je pense qu'on a pu le voir là, tout au long de la journée, une très bonne participation. Deuxième dossier que je voulais aborder très rapidement, qui n'est pas tant un dossier d'arrondissement, mais qui nous impacte en arrondissement, la fermeture du journal Métro. C'est vraiment tragique pour la démocratie municipale, la fermeture du journal. C'était le seul quotidien francophone qui quotidiennement couvrait l'actualité municipale au niveau des arrondissements. Oui, ce qui se passait au niveau des conseils, mais également toute l'actualité qu'on pouvait vivre dans nos quartiers. Le journal couvrait l'ensemble des arrondissements de la ville de Montréal et malheureusement, mais c'est sûr qu'avec sa fermeture, la couverture médiatique des différents éléments qui se passent en arrondissement, malheureusement, s'en trouve très grandement impactée. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que toutes les parties prenantes dans le dossier, à savoir les 3 paliers gouvernementaux, bien entendu, l'entreprise, vont arriver à trouver une solution parce que ça a vraiment un impact sur l'accès à l'information pour les résidents qui, malheureusement, ne pourront plus nécessairement savoir aisément ce qui se passe dans leur arrondissement, dans leur quartier. Tout particulièrement, on le sait, la fracture numérique qui peut toucher plusieurs personnes, notamment les aînés. C'est sûr que quand on perd justement une couverture locale comme ça, c'est encore plus dur. Donc, voilà, mes pensées à toutes les personnes qui sont impactées là, par la situation. Merci. Merci, M. Hénoratel. Madame Hassan Cournol. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, plusieurs dossiers de mon côté. Je tiens à joindre ma voix à celle de mon collègue Julien Hénoratel pour le succès, encore une fois, de la foire commerciale de Tétroville. Elle est dans Tétroville, certes, mais ça touche tous les citoyens et citoyennes de Mercier-Est, dont certains résident dans Maisonneuve-Longue-Pointe. Donc, je veux donner mes félicitations à l'association commerciale. Et puis, d'ailleurs, ça bouge dans Tétro. On va bientôt consulter sur la future place Hochelaga des Ormeaux. Donc, tenez-vous à l'affût. Les consultations publiques vont bientôt avoir lieu et on a vraiment envie de vous entendre sur vos idées, vos projets, comment vous avez envie d'habiter et d'imaginer cette place qui sera la vôtre. Donc, décidément, les communications de l'arrondissement vont vous tenir informés. Donc, tout sera sur le site de Merci Hochelaga Maisonneuve. Je vous emmène plus à l'ouest du district et cette fin de semaine, c'est le 125e anniversaire de Viauville avec 2 événements réunis en un. D'abord, les portes ouvertes des loisirs Saint-Clément et la grande fête de Allovio organisée par le regroupement citoyen Hochelab. Alors, des activités familiales au Parc Saint-Clément, des concerts, des activités citoyennes. Ça commence à 10h et ça se poursuit en soirée, ne manquez pas ça. Je veux aussi vous parler d'itinérance et de cohabitation sociale. J'ai
J'ai eu le privilège vraiment d'accompagner l'équipe de médiation et d'intervention sociale sur le terrain il y a quelques semaines. Et si vous voulez suivre leur travail et comprendre ce que fait cette équipe de la Ville de Montréal en intervention sociale dans Merci Hochelaga Maisonneuve, je vous invite à regarder le reportage d'Yves Poirier sur TVA et l'article d'Est Média qui a suivi et émis notamment sur la promenade Ontario. C'est vraiment une ressource et un outil créé par la Ville de Montréal avec l'appui des arrondissements, nos équipes de la DCSLDS, pardon, la division sport, loisirs, développement social, et en lien avec les organismes communautaires, c'est du concret. On a des solutions qui sont en place. Donc vraiment, chers citoyens et citoyennes, vous qui pouvez vivre des enjeux de cohabitation sociale particuliers en ce moment, parce que oui, on est dans une crise des vulnérabilités, utilisez cet outil, il est exceptionnel et il est fait pour tous les citoyens, les citoyennes, ceux qui sont les plus vulnérables, mais aussi ceux qui vivent notamment autour de certains refuges. J'en profite aussi pour vous parler dans ce sens-là, hein, quand on parle d'itinérance, la vraie solution, c'est le logement sociable, c'est préserver du logement, tout type de logement, y compris des maisons de chambre. Et puis, c'est ce qu'on a réussi à faire sur la rue Sicard, il y a quelques semaines aussi, 22 unités d'habitation en maison de chambre qui ont été sauvées, rachetées par la ville. C'est un investissement majeur qui a été réalisé par la Ville de Montréal au bienfait des citoyens les plus vulnérables de Maisonneuve-Longue-Pointe. Donc ça, c'est une réponse directe à la crise qu'on vit en ce moment. Et puis, c'est des solutions comme ça dont on a besoin, en plus d'avoir le soutien du gouvernement du Québec pour avoir des pelletés de terre dans le quartier pour du logement social et abordable. Enfin, je tiens à saluer, et on ne le dit pas assez, mais je crois que je vais utiliser toutes les tribunes pour le faire, l'incroyable travail des organismes communautaires qui interviennent auprès des populations les plus vulnérables. Et dans Merci Hochelaga Maisonneuve, c'est tout un écosystème, ce sont des expertises très particulières qui sont d'ailleurs regardées par beaucoup d'élus et d'arrondissements de la Ville de Montréal, mais pas seulement, parce que la crise des vulnérabilités, elle est à Québec, elle est à Sherbrooke, elle est à Granby. On vit dans des nouveaux contextes socio-économiques qui sont très particuliers. Et si nous, dans MHM, on ne faisait pas ce travail de terrain, tissé serré avec des organismes comme Maison Tangente, l'Anonyme, Dopamine, Cap Saint-Barnabé, j'en oublie évidemment, ils sont nombreux, la Marie Debout sur la question des violences faites aux femmes et du travail du sexe. Je tiens vraiment à prendre ce moment puis cette tribune pour vous remercier et pour dire aux citoyens et citoyennes qui écoutent et qui font face à des enjeux de vulnérabilité, il y a un écosystème pour vous, il y a des ressources, la ville est là, les organismes sont là, fait qu'utiliser ces ressources. Voilà, merci Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Puisque le conseiller d'Hochelaga n'est pas top shape, nous poursuivrons avec la conseillère de Louriel. Merci, Monsieur le maire. Alors, tout d'abord, je tenais à souligner ces mois-ci l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu avec les Gémeaux. Ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une banque alimentaire. C'est beaucoup plus que ça. Là, c'est une ressource assez importante là, pour tous ceux et celles qui en ont besoin, qui ont besoin d'aliments, de nourriture. On le sait que dans ces temps-ci, c'est extrêmement difficile pour plusieurs. L'inflation fait en sorte qu'acquérir des denrées devient de plus en plus difficile pour plusieurs familles, un peu partout à Montréal, mais particulièrement aussi dans Merci Hochelaga Maisonneuve. C'est une banque alimentaire, c'est la seule qu'on a en fait dans le secteur. Elle est particulièrement dans le secteur de Luriel, sur la rue Marseille, mais on le sait qu'elle dessert à des citoyens d'un peu partout dans l'arrondissement et non seulement de Luriel, mais aussi ces jours-ci, on entend de plus en plus parler là, à cause de la fermeture de certains organismes, elle dessert à d'autres citoyens dans le secteur. Alors, de toute évidence, il y a eu énormément de défis dans les derniers mois pour cet organisme, mais je tiens à souligner le travail bénévole qui est fait par certaines personnes qui ont fait en sorte que cet organisme-là ne fermait pas ses portes. Et je le souligne parce que ça aurait été vraiment extrêmement difficile pour
l'ensemble des familles qui se servent, qui utilisent les différents services qui sont donnés par les Gémeaux. On peut pas se permettre de perdre en fait ces ressources. Alors je remercie le travail qui a été fait par des bénévoles en fait, mais aussi par la table des quartiers MOQS. Là, on le sait là que c'était un travail d'équipe pour réussir à sauver les Gémeaux. Et j'invite les citoyens et citoyennes de Louriel et Mercier-Ouest en général qui peuvent se le permettre de faire des donations au niveau de la banque alimentaire. Les donations sont bienvenues tout au long de l'année. Et croyez-moi, pour avoir fait du bénévolat avec l'organisme moi-même au début de l'année, c'est assez important ce type de donations-là. Cet été aussi, j'ai eu la chance de rencontrer davantage d'organismes communautaires dans le secteur. Une des choses qui m'a beaucoup frappée, c'est le changement démographique qu'on voit dans Mercier-Ouest, particulièrement aussi dans Louriel. On voit qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui viennent dans le secteur pour s'installer, pour y résider. Et on voit qu'il y a beaucoup d'organismes en arrache et ont de la difficulté à donner des services. On le sait là que c'est une responsabilité qui est plutôt au niveau fédéral, qui se vit, mais les impacts sont vécus par les organismes au niveau local. Alors, je tiens à souligner ces changements démographiques qui ont des impacts pour l'ensemble de la communauté et aussi à donner la bienvenue à l'ensemble des citoyens et citoyennes qui choisissent le secteur comme en étant un secteur pour bien vivre, pour résider, et des citoyens qui s'investissent, on le voit au niveau du commerce, on le voit à toutes sortes de niveaux. Alors, c'est assez intéressant de voir cette arrivée de personnes qui veulent aussi contribuer à notre société et la cohabitation avec des personnes de toutes sortes d'origines, parce qu'on le voit qu'il y avait déjà aussi des personnes d'une immigration qui était beaucoup plus ancienne et je pense que c'est un secteur qui est assez accueillant. Alors, je donne la bienvenue et je reconnais en fait cette difficulté qui est pressante pour beaucoup de nos organismes dans le secteur. Finalement, ce soir, mon collègue Julien Honoratel et moi-même, nous avons décidé de présenter une notion en lien avec les enjeux reliés à l'itinérance dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve parce qu'on reconnaît à quel point c'est un enjeu qui est complexe, c'est difficile d'en parler, il y a énormément d'éléments, mais on veut aussi souligner surtout l'importance de la cohabitation et l'importance aussi d'avoir des données, d'avoir de la transparence de la part de l'administration, non seulement pour les personnes qui résident dans le secteur, mais aussi pour les personnes qui sont là, qui sont en situation de vulnérabilité. Alors, je vous invite à rester avec nous parce que pour nous, c'est un sujet qui est très, très important, sur lequel il faut qu'on en parle, même si des fois, c'est difficile de parler de ces sujets-là. C'est assez essentiel pour l'ensemble des élus, en fait, qu'on puisse avoir une discussion franche, ouverte et surtout non politisée sur un enjeu qui est de toute importance pour l'ensemble des résidents de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde de mon côté. Simplement, deux choses à souligner. Premièrement, la semaine dernière, on réouvrait la bibliothèque L'Angelier avec son nouvel espace salon, un nouveau comptoir, un nouvel espace d'accueil, beaucoup plus de lumière qui entre dans la bibliothèque. Bref, ce pôle culturel essentiel pour le quartier qui est fortement utilisé par la population, a une petite cure de jeunesse là, qui vaut vraiment le détour. Donc, j'encourage à aller visiter cette nouvelle installation et bravo là, aux équipes de l'arrondissement qui ont bien travaillé sur ce dossier. J'avais écrit « Avec l'été qui tire à sa fin », mais avec une journée comme aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en plein mois de juillet. Là. Mais en fait, je voulais inviter aussi les citoyens à aller profiter de l'accès aux berges à la promenade Belle-Rive. Depuis cet été, on a fait une rampe pour permettre aux gens d'avoir accès davantage à l'eau et ça a été très, très populaire avec des aménagements aussi sur le bord du fleuve. Bref, on adore notre fleuve, on veut en profiter le plus possible et on attend encore les autorisations de Québec et Ottawa pour pouvoir s'y baigner, mais on est confiant. Cela dit, on termine aussi
toute une série de consultations, en fait, là, pour ce qu'on appelle le pôle Belle-Rive, ce qui regroupe le parc Pierre-Tétrault, la halte Belle-Rive, le parc Clément-Jeté-Sud et le tournebride Belle-Rive. C'est tout un espace qui a été ignoré par le passé, où est-ce qu'on n'a pas assez investi, où est-ce qu'on n'a pas pris soin de ces espaces-là qui sont superbes, en fait, qui sont des prolongements du parc de la promenade Belle-Rive, puis qui étaient complètement laissés à l'abandon. Donc, des travaux sont en planification et cet été, on a terminé toute une série là, de questionnements auprès du public pour savoir quels sont leurs intérêts, leurs questionnements, qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans ce secteur-là. Donc, je veux juste souligner les efforts de nos équipes pour la consultation qui a eu lieu là, dans tout ça. Plus de 240 personnes ont répondu au sondage. Il y a eu nos équipes présentes 5 ou 6 jours pour rencontrer des gens. On a des équipes de consultation publique à la halte Belle-Rive, au tournebride Belle-Rive. Allez voir le tournebride Belle-Rive. C'est un bel aménagement ludique avec comme thématique la plage. C'est super apprécié. On a aussi eu des consultations avec des groupes d'enfants de 4 et 5 ans avec la Maison des familles Mercier-Est. On a eu des consultations avec des groupes aînés en lien avec le Chez nous de Mercier-Est, une activité de consultation avec des enfants de 11 et 12 ans des Loisirs Sainte-Claire et une marche exploratoire avec les adolescents en lien avec la Maison des jeunes, l'Entre-Jeunes. Bref, on a bien hâte de voir le concept final qui s'en vient dans le secteur, qui va donner un beau rafraîchissement pour un parc qui fait déjà la fierté de notre arrondissement. Sur ce, on peut donc poursuivre notre ordre du jour avec le point 10.05. Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 14 août 2023. Je propose appuyé par M. Caldwell. 30.01. Autoriser le dépôt de 2 demandes de soutien financier au service de développement économique de la Ville de Montréal dans le cadre de l'appel à projet du programme de soutien financier aux arrondissements pour la dynamisation de secteurs commerciaux situés hors de district des sociétés de développement commercial. Je propose appuyé par Mme Hassan Cournol. Mme Zuniga Ramos. Merci, Monsieur le maire. Alors, tout d'abord, je tiens à souligner cette initiative. Je le sais bien que c'est une demande de soutien et qu'on ne peut pas garantir qu'on va avoir ce soutien-là, mais de toute évidence, c'est une très belle démarche, assez essentielle pour un secteur, particulièrement les secteurs de l'Uriel. Là, je vois dans le sommaire décisionnel qu'on touche à des rues, la rue Sherbrooke, de Jumonville, on parle des Beaubiens, on parle de la rue Marseille. Alors, évidemment, c'est des rues commerciales dans le secteur de l'Uriel qui ont besoin de beaucoup d'amour et on le sait, c'est un dossier dans lequel je me suis prononcée à plusieurs reprises au tout début du mandat, l'importance de soutenir nos commerçants dans le secteur. On le sait qu'il y a des investissements qui ont été faits à Hochelaga, c'est formidable, des investissements qui ont été faits à Tétraville, c'est formidable aussi, mais on le sait aussi là, que les citoyens des les commerçants des Mercier-Ouest ont eu des difficultés pendant la pandémie. Il y a des commerces qui ouvrent, qui ne restent pas très longtemps sur la rue Marseille. Il y a des difficultés assez pressantes. Il y a des citoyens qui veulent aussi là, de plus en plus de commerces de proximité. Alors, de toute évidence, là, ce type de marche-là, on l'espère, vont pouvoir avoir des résultats pour qu'on puisse avoir un tissu commercial qui soit assez pressant dans le secteur. On le sait à quel point les commerces de proximité sont essentiels pour les tissus sociaux, mais aussi au niveau environnemental. Alors, j'espère qu'on va pouvoir réussir à avoir l'argent qu'on souhaite avoir, mais j'espère surtout qu'il y a de plus en plus de démarches qui vont se concrétiser. On a besoin aussi du verdissement, davantage de verdissement, surtout dans des rues là, comme la rue au niveau des certaines rues dans le secteur commercial. Là, il y a des efforts qui ont été faits dans des Marseilles, mais il y a d'autres efforts qui doivent être faits dans d'autres endroits où il y a énormément d'îlots de chaleur et on espère là, que dans les prochaines années, ça va être différent, qu'on va avoir des rues commerciales dans l'Uriel qui vont être très actives et on l'espère bien là parce que je le sais que c'est une promesse qui a été faite par l'administration et j'espère qu'on va voir concrètement cette promesse se réaliser sur le terrain. Merci. Oui, merci. Eh bien, en effet, là, je veux joindre ma voix à la conseillère pour dire qu'on est très heureux
de faire ces deux demandes. Et je dois le souligner, là, c'est une innovation de la part de la Ville de Montréal de permettre des demandes de soutien financier pour des zones qui ne sont pas des SDC, soit des sociétés de développement commercial. Oui, on s'est engagé, nos pôles commerciaux sont essentiels à travers l'arrondissement. La mobilisation des commerçants est toutefois essentielle pour la réussite des projets. Dans Hochelaga-Maisonneuve et dans Mercier-Est, on a déjà une belle mobilisation de commerçants et on espère voir la même dynamique s'implanter dans Mercier-Ouest. Et on fait nos efforts en faisant des séances avec les commerçants, en les contactant, en les mobilisant, leur expliquant comment créer une association de commerçants pour que des éléments concrets de vie, de quartiers et de commerces locaux se développent. Eh bien, il faut cette mobilisation des commerçants et on espère qu'elle sera au rendez-vous. Donc, prochain point, 30.02. Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air pour le projet de réfection majeure et de mise en norme du Centre Pierre Charbonneau. Autoriser le directeur de la direction du bureau de projet et du développement des services aux citoyens à conclure une entente à cet effet et confirmer l'engagement de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à payer les coûts d'exploitation continue du projet. Je propose appuyé par M. Caldwell. 30.03. Offrir, en vertu des articles 85 et 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec, aux arrondissements et aux services centraux de la Ville de Montréal, les services de la Division des services techniques et du soutien logistique aux installations du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Je propose appuyé par Mme Hassan Cournol. 30.04. Approuver la liste des projets à inscrire sur le bulletin de vote citoyen de la 2e édition du budget participatif du Montréal, susceptible d'être mise en œuvre sur le territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et confirmer son engagement à réaliser ceux qui relèvent en tout ou en partie de sa compétence et qui seront désignés lauréats à l'issue de ce vote, sous réserve de disponibilité de crédit. Je propose d'appuyé par M. Caldwell. 40.01. Adopter le règlement modifiant le règlement autorisant l'implantation du CPE, les maisons en jouets, au 8410 rue Sherbrooke-Est, en vertu de l'article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Je propose appuyé par Mme Hassan Cournol. 40.02. Adopter le règlement modifiant le règlement sur les tarifs, exercice financier 2023, afin d'ajouter les tarifs de la programmation d'automne de Centre Pierre Charbonneau. Je propose appuyé par M. Caldwell. 40.03. Adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le règlement sur les dérogations mineures, le règlement sur les tarifs exercice financier 2023 et le règlement sur les certificats d'occupation et d'autorisation afin d'optimiser les processus d'approbation et d'autorisation réglementaire. Je propose appuyé par Mme Hassan Cournol. 40.04. Édicter des ordonnances permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, la consommation et la vente de nourriture et de boissons alcooliques ou non alcooliques, ainsi que la vente d'articles promotionnels et la fermeture de rues visant à permettre la tenue d'événements sur le domaine public. Je propose appuyé par Mme Hassan Cournol. 40.05. Adopter le premier projet de résolution du projet particulier PP 27-0332 en vue de permettre le remembrement des lots 1 880 266, 1 880 263, la démolition d'un bâtiment situé au 4053 4057 rue Ontario-Est et l'agrandissement du bâtiment commercial situé au 4049 rue Ontario-Est. Je propose d'appuyé par M. Caldwell. 60.01. Déposer le rapport sur l'exercice de pouvoir délégué aux fonctionnaires et employés pour le mois de juillet 2023. On arrive donc à la période de questions des membres du Conseil. Y a-t-il des questions? Non. 70.02.
Motion pour que l'arrondissement de MHM dépose un plan pour répondre aux enjeux de cohabitation sociale dans le secteur d'Hochelaga. Cette motion a été proposée par Mme Zuniga-Ramos, je me rappelle bien. Donc, je vous laisse la parole. Oui, Monsieur le maire, juste avant que je puisse présenter la motion, nous avons reçu une motion amendée, une nouvelle motion de la part de l'administration, juste environ une demi-heure avant les débuts du conseil. Évidemment, comme cette année avec la motion que je vais présenter, je vous demanderai, là, mon collègue Julien et moi, on n'a même pas eu le temps d'en discuter, je vous demanderai quelques minutes pour qu'on puisse en prendre connaissance et s'en parler. D'accord, on va se prendre 2 minutes. Je vous dirais un minimum de 5, là, parce qu'il faut qu'on la lise puis qu'on en discute. D'accord, allons-y pour 5. Je suspends les travaux pour 5 minutes. J'invite tout le monde à reprendre ses sièges pour que nous puissions poursuivre avec notre ordre du jour. Nous sommes donc au point 70.02 sur la motion et nous reprenons la séance avec la parole à la conseillère de Louis-Riel. Merci, Monsieur le maire. Alors, cette motion qui s'intitule « Motion pour que l'arrondissement des MHM dépose un plan pour répondre aux enjeux des cohabitations sociales dans les secteurs d'Hochelaga-Maisonneuve » a été présentée suite à des préoccupations assez pressantes, je vous dirais, de la part de mon collègue Julien et de moi-même, mais aussi suite à des discussions avec des citoyens d'un peu partout dans l'arrondissement qui constatent les mêmes problématiques que nous, on constate. Tout évidemment, je voudrais commencer par dire que j'aimerais qu'on mène une discussion là, qui ne soit pas politisée sur l'enjeu. Je pense en reconnaissant la vulnérabilité des personnes en situation en itinérance et aussi les enjeux vécus par des résidents du secteur en lien avec la cohabitation. L'idée ici, c'est pas de jeter le blâme sur personne. L'idée ici, c'est de reconnaître une problématique que je pense que, si je ne m'abuse, personne d'entre nous a vécu de façon directe. Alors, c'est difficile d'en parler quand on n'a pas eu à faire face à cette situation, la situation d'itinérance. On devient seulement expert dans la matière quand on le vit et quand on travaille directement dans ce type dans des organismes qui aident ce type de population-là. Et c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on mène la discussion dans le respect. Alors, c'est sûr que la COVID est venue aggraver des situations et des enjeux d'itinérance qui étaient déjà pressants, non seulement dans l'arrondissement, mais un peu partout à Montréal, et on le voit aussi dans d'autres villes au Canada. On l'a vu avec les campements qui ont été créés sur la rue Notre-Dame en 2020. On a vu qu'il y avait des enjeux pour la protection des personnes les plus vulnérables qui étaient dans la rue, mais aussi au niveau de la cohabitation. Et on le sait aussi, là, comme ma collègue Alia l'a mentionné, qu'il y a des enjeux d'habitation, le coût de l'habitation, le manque d'accès à des logements sociaux, des logements abordables. C'est un enjeu avec lequel on vit à Montréal, mais aussi dans d'autres villes au Canada et qui viennent causer encore plus qui viennent exacerber cette situation qui est déjà assez difficile. En 2021, plusieurs des citoyens dans Laurier et dans dans Maisonneuve-Lonpointe et des citoyens en situation d'itinérance ont vécu des problématiques en lien avec les Royal Versailles, l'auberge qui a été créée à cette époque. Les citoyens du secteur sont assez accueillants, malgré des choses qui auraient pu être dites à l'époque par l'administration. Les citoyens de Lauriel et les citoyens des Maisonneuve-Lonpointe, c'est des personnes, c'est pas nécessairement des gens seulement des pas dans ma cour, c'est des personnes qui étaient très ouvertes aussi à l'époque et très touchées par certaines problématiques dans le secteur. On le sait aussi qu'il y avait beaucoup de difficultés en lieu, non seulement avec la cohabitation, mais l'accès à des services. Il y avait aussi le manque d'écoute à l'époque de la part de l'administration qui était assez frappante. Moi qui étais attachée politique à l'époque de Mme Karine Boivin-Roy, je l'ai vécu énormément. Les citoyens ont dû en fait déposer une pétition des 1000 noms pour avoir ne serait-ce que l'accès de parler avec l'administration à l'époque, pour poser des questions, pour avoir des réponses. C'était assez déplorable. Et c'était pas clair à l'époque c'était quoi le plan en cours
à moyen et à long terme. Et non plus, c'était pas clair c'était quoi les démarches qui étaient faites auprès des Québec, parce qu'on le sait que c'est un dossier qui doit être mené avec les provinciales. MHM, en ce moment, compte avec 3 refuges. De façon particulière, on a eu une pétition qui a été déposée d'environ 350 noms de citoyens qui sont près de l'auberge qui se situe sur l'église Jeanne d'Arc. Est-ce que les citoyens demandent, de toute évidence, puis c'est des citoyens qui sont inquiets, autant par les enjeux de cohabitation que par les personnes qui sont en situation d'itinérance, est-ce que les citoyens demandent, c'est de pouvoir avoir des échanges avec l'administration pour savoir c'est quoi l'avenir de cette auberge, mais aussi pour pouvoir transmettre leurs préoccupations, leurs inquiétudes. Je pense que c'est normal d'avoir ce type de demande-là, surtout quand on voit des situations qui ne sont pas évidentes. On le sait aussi qu'en avril 2022, Mme Josefina Blanco, qui est la chargée du dossier au niveau de l'administration centrale, avait parlé de la possibilité d'avoir un plan d'action pour favoriser la cohabitation sociale. Et ça se fait toujours attendre. Je vous dirais que ce qu'on demande aujourd'hui au niveau de cette motion, c'était assez clair. On demandait, en fait, à ce qu'on puisse avoir ce que les citoyens veulent, des rencontres pour pouvoir échanger, avoir une communication avec eux, parce que la communication n'a pas été la meilleure. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les citoyens qui le disent. Un plan aussi de cohabitation pour pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en va avec cette situation qui peut être difficile. Et qu'il puisse avoir un bilan qui est donné, parce qu'on le sait qu'il y a des comités avec lesquels qui sont formés. M. Charest-Maisonneuve en fait part, mais comme on le sait, malheureusement, depuis le début du mandat, l'ensemble de nos comités, bien, les élus n'en ont pas accès et on n'a pas non plus un bilan ou des informations claires concernant ce qui se passe à ces niveaux-là. Merci, votre temps est écoulé, Madame la conseillère. Je vais prendre les prochaines interventions. Madame la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Oui, merci, Monsieur le maire. Écoutez, d'abord, je veux remercier ma collègue Zuniga Ramos du dépôt de cette motion, parce qu'effectivement, les problématiques et les enjeux causés par la crise des vulnérabilités, dont l'itinérance fait partie, c'est un sujet qui nous préoccupe tous, c'est un sujet auquel on est sensible. Je suis contente d'entendre ma collègue dire que c'est un enjeu qu'on veut dépolitiser. Ben oui, parce qu'on parle de tous les citoyens et citoyennes, les citoyens et les citoyennes itinérants qui sont dans des refuges ou encore dans la rue, et les citoyens et les citoyennes qui vivent autour des ressources. Et on l'a toujours reconnu, oui, c'est difficile parfois vivre à côté d'une ressource où on voit autant de vulnérabilité sociale, ça perturbe parfois la qualité de vie. Donc écoutez, Monsieur le maire, avec votre appui, j'aimerais déposer, on a proposé des amendements assez importants à la motion qui était proposée par nos collègues d'Ensemble Montréal. Je vais vous lire d'abord les résolus, puis ensuite vous donner un peu plus de contexte à la proposition qu'on fait. Donc, je veux juste m'excuser, juste par procédure, je veux juste une clarification. Est-ce qu'on finit les interventions au niveau de la motion et après ça, on rentre dans la motion que vous voulez amender? Je ne sais pas si où vous voulez juste, ou il n'y a plus d'intervention sur la motion telle qu'on l'a présentée par l'opposition. Le présentement, si je comprends bien, Madame la greffière, on est sur une proposition d'amendement, donc il pourrait y avoir des tours de parole sur l'amendement. Est-ce que... OK, juste par compréhension, fait que si jamais on veut parler de la motion en tant que telle, parce que quand vous avez commencé le point, c'était sur les 70.02, et j'imagine que, de toute évidence, il y a le dépôt de la motion amendée, mais s'il y a des interventions sur la principale, je ne sais pas si mon collègue en avait, est-ce qu'on peut quand même finir la principale avant d'aller dans l'amendé? C'est juste une suggestion pour question de pratique. Bien, M. Nouratel ne semblait pas vouloir intervenir, donc j'ai laissé la parole à la conseillère dont vous saviez qu'elle allait faire une proposition de modification à la motion. Mais si M. Nouratel veut intervenir après l'intervention de Madame la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe, il n'y a aucun problème. Là, merci pour la clarification. Merci.
Donc, vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le maire. Alors, je vais faire l'inverse. Je vais expliquer le contexte et ensuite venir à nos propositions. Écoutez, ma collègue l'a bien résumé. On vit une crise sans précédent en matière de cohabitation sociale, en matière de vulnérabilité, en matière de... On est dans un contexte social et économique changeant où la pauvreté devient un défi réel au Québec, dans toutes les métropoles, dans toutes les villes. C'est pas pour rien que notre collègue Bruno Marchand, maire de Québec, s'apprête à tenir un sommet sur les enjeux d'itinérance au sein de l'Union des municipalités du Québec. Ça frappe Montréal, évidemment, ça frappe nos arrondissements plus particulièrement, mais ça frappe aussi Québec, Granby, Sherbrooke, des plus petites villes. Donc ce sont des enjeux auxquels toutes les municipalités font face. Je tiens encore une fois à réitérer, et c'est important, le partage des responsabilités et les partages de juridiction. L'itinérance, la lutte à l'itinérance et les luttes aux pauvretés sont gérées par le ministère de la Santé et des Services sociaux à Québec. La Ville de Montréal ne veut laisser personne derrière. La pandémie a accru les facteurs de vulnérabilité. On a eu des pouvoirs spéciaux en vertu du contexte d'urgence lié à la pandémie. Et c'est comme ça que des refuges, notamment celui du Royal Versailles, ont pu être ouverts. Aujourd'hui, on est dans des problématiques qui ont encore changé. Et avec la crise du logement, avec l'inflation, avec les taux d'intérêt sans précédent et les grandes difficultés de se loger, soit-il pour louer ou pour l'acquisition, on a des citoyens qui, il y a encore 5 ans, ne pouvaient pas tomber dans l'itinérance, qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations absolument dramatiques. On n'en est plus à l'heure de faire des plans ou des grandes interventions citoyennes pour expliquer ce qu'est l'itinérance, comment on va tenter d'y mettre fin. On est dans un contexte social et économique où tout le monde doit faire sa part, à commencer par Québec, les municipalités, évidemment. Et dans MHM, on en prend beaucoup. On a le cœur sur la main, on a un écosystème d'organismes, et j'en parlais tout à l'heure, fabuleux, remarquable, avec des expertises qu'il y a nulle part ailleurs dans la province et même au Canada. Mais aujourd'hui, on n'en est plus à faire des plans de cohabitation sociale. On en est à agir, on en est à gérer les crises, on en est à aider concrètement sur le terrain les citoyens et les citoyennes qui sont dans la rue ou qui ne trouvent pas de place dans les refuges, ou qui sont en proie à des enjeux de santé mentale, à des enjeux de dépendance. Et on le sait, les drogues qui sont sur le marché en ce moment sont de plus en plus toxiques et difficiles à contrôler. Donc, des réponses concrètes, on en a mis en place beaucoup, rapidement, efficacement, avec une expertise sans faille aussi qui était détenue dans nos arrondissements, à travers les équipes de la division de développement social, à travers les équipes de la ville-centre. Et ça, c'est bien plus efficace que des plans de cohabitation sociale. Alors, on comprend la détresse des citoyens qui vivent autour des refuges et qui aimeraient voir ces ressources disparaître. On comprend les citoyens dont la vie est chamboulée, de voir de la pauvreté, de voir de la toxicomanie, de voir du travail du sexe. En conclusion, oui, c'est difficile, mais concrètement, on n'en est plus à faire des demi-mesures ou à réfléchir à des plans macro. Donc, Monsieur le maire, c'est dans ce sens-là que j'aimerais proposer des amendements à la motion, si vous me permettez d'y aller. Oui, lorsque j'ai une clarification de la part de la secrétaire d'arrondissement et greffière, lorsqu'on lit les résolus d'une motion, le temps de parole est suspendu. Là, donc. Parfait. Donc, c'est dans le contexte que je viens d'énumérer et dans le fait que des initiatives extrêmement concrètes en logement, en cohabitation sociale et je vous inviterai toutefois à vous lis les résolus. À être spécifique sur le texte là, et non pas de l'enrober. Donc, il est résolu que le Conseil soutienne les démarches de l'administration pour une meilleure répartition territoriale des ressources en itinérance, que le Conseil d'arrondissement salue le travail et les efforts des partenaires du milieu et des professionnels de l'arrondissement pour favoriser la cohabitation sociale dans l'arrondissement, notamment aux abords des refuges, et que le Conseil d'arrondissement salue le travail des professionnels et la collaboration des partenaires
dans l'élaboration du futur plan de développement social de l'arrondissement. Merci beaucoup, Madame la conseillère. J'imagine que M. Enoratel, vous souhaitez intervenir. La parole est à vous pour un maximum de 5 minutes. Merci, Monsieur le maire. Je vais juste me mettre mon petit chrono et j'ai commencé. Mais vous le savez, effectivement, la situation de l'itinérance nous touche tout particulièrement ici, dans MHM, un peu partout à travers la ville. Puis malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une situation qui devient de plus en plus généralisée. Oui, dans le cas d'Hochelaga-Maisonneuve, mais on le voit également dans le village, dans Ville-Marie, dans Milton Park. Ma collègue mentionne l'importance de la répartition territoriale des ressources en itinérance, puis je vous dirais qu'on est 100% d'accord. C'est d'ailleurs mon équipe qui avait amené une motion en conseil en 2019 pour justement demander une meilleure répartition territoriale dans les différentes ressources. À la Ville de Montréal, un des enjeux, je dirais, les plus importants qu'on a en matière d'itinérance, c'est la logique saisonnière dans laquelle on se retrouve toujours. Malheureusement, la Ville est toujours orientée sur des solutions principalement mises en place au courant de l'hiver. C'est vrai que dans Hochelaga-Maisonneuve, il y a effectivement des ressources qui sont permanentes, enfin temporaires, mais permanentes, qui est 12 mois par année. Mais ça reste que c'est un enjeu critique qu'on voit à travers la Ville. Je suis quand même étonné de lire le premier résolu de la part de l'administration qui demande de soutenir les démarches de l'administration pour une meilleure répartition territoriale, dans le sens que, effectivement, toute la question de la cohabitation, de l'itinérance est une compétence partagée, principalement entre le provincial et les municipalités. Mais c'est tout de même la responsabilité des villes, et dans ce cas-ci de la métropole, de venir cibler les lieux d'implantation des centres. Donc, oui, effectivement, le gouvernement du Québec a une responsabilité, mais c'est faux de venir laisser sous-entendre que la Ville n'a pas eu son mot à dire dans les emplacements retenus, dans les centres qui sont en place en ce moment, puisque ça fait partie des responsabilités de la Ville de venir justement l'appliquer. Donc, je suis bien d'accord avec l'administration lorsqu'elle dit qu'on salue le travail et les efforts des partenaires du milieu et des professionnels, qu'on salue le travail des professionnels et la collaboration qu'il y a dans le milieu, mais malheureusement, ça ne vient pas améliorer la situation et régler la situation qu'on voit sur le terrain. Et d'autant plus que je suis surpris de la part de l'administration de venir amender notre motion pour refuser un plan de cohabitation quand ma collègue qui siège également à Ville-Marie, l'arrondissement de Ville-Marie a déposé pas plus tard qu'il y a quelques mois un plan de cohabitation pour la question du village. Donc, je me questionne un peu à savoir pourquoi est-ce qu'une mesure qui serait bonne dans l'arrondissement voisin, dans le quartier voisin littéralement d'Hochelaga-Maisonneuve, serait soudainement plus bonne dans le contexte d'Hochelaga-Maisonneuve. Je pense que c'est vraiment important de maintenir une transparence envers les citoyens sur tout ce qui est mis en place et toutes les solutions qui pourraient également être mises en place. Donc, je comprends tout à fait la volonté de l'administration avec ce qui est présenté, mais je me désole quand même du manque d'action qui va découler là, de la motion telle qu'elle a été présentée ce soir. Merci. Merci, M. Enoratel. Madame Zunga-Ramos sur la proposition d'amendement. Merci, Monsieur le maire. Alors, tout à fait d'accord avec les propos soutenus par mon collègue. En fait, c'est sûr qu'on veut souligner tout le temps le travail qui est fait par les partenaires dans l'arrondissement. On le sait à quel point les partenaires communautaires sont essentiels. On le sait, là, l'impact que ça a au niveau des résidents, mais aussi au niveau des personnes en situation d'itinérance. Alors ça, il n'y a aucune question là-dessus. Là. On ne vient pas nier l'importance de ces travails-là, ni non plus l'importance de certaines mesures qui ont été prises là, par l'administration. On le sait aussi là qu'au niveau des partages de responsabilités, on sait que le provincial a une responsabilité qui est assez grande, mais tout comme a été mentionné par mon collègue, il y a aussi un partage des responsabilités qui doit être fait. Et j'entends l'administration, souvent entendre l'administration parler du provincial, on dirait là que c'est le parti à l'opposition provinciale et pas nécessairement l'administration au niveau de la ville. C'est vraiment des critiques, mais on se pose la question très souvent, c'est quoi les démarches qui sont faites par
l'arrondissement directement pour aller discuter avec nos ministres, pour aller parler et montrer en fait au niveau de façon concrète c'est quoi les problématiques auxquelles on fait face de façon locale. J'imagine qu'il doit en avoir, mais de façon concrète, nous, on ne les a pas vus. Il y a un manque de transparence dans ces dossiers. Et oui, on aurait pu faire une demande directe à ma collègue Alia pour pouvoir avoir accès à de l'information, mais on le sait, là, que quand on fait des demandes à l'administration, malheureusement, les réponses qu'on a, ça fait 2 ans qu'on fait ce travail, les réponses ne sont pas toujours très claires ni transparentes. Alors, malheureusement, c'est pour cette raison-là qu'on décide d'aller publiquement avec ces dossiers. Tout comme mon collègue l'a mentionné, là, je trouve ça incroyable entendre parler ma collègue Alia de plan de cohabitation comme si c'était quelque chose qu'on ne devrait plus faire ou en étant quelque chose qu'on n'est plus rendu là. Je pense qu'il y a une discussion à avoir avec les collègues de son équipe au niveau de la Ville-Centre parce que rien qu'au mois d'avril 2022, sa collègue, Mme Josefina Blanco, parlait d'un plan là, qui allait être mis de l'avant pour favoriser la cohabitation dans le secteur. Alors, pourquoi est-ce que ce plan-là était important en 2022 avant que la ressource soit mise en place? Comment ça se fait qu'en 2023, l'heure n'est plus au plan de cohabitation quand c'est ça que les citoyens demandent? C'est assez incroyable, et surtout parce qu'on en met des plans, on en a créé dans d'autres secteurs dans la ville. Pourquoi est-ce que ça ne convient pas dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve? Je ne comprends pas cet argument-là. Alors, écoutez-nous, ce qu'on avait demandé, c'était un peu ce que les citoyens demandent, qu'ils puissent avoir, en fait, puis je suis contente de voir qu'au niveau des résolus, là, je suis contente de les mentionner encore une fois là, parce que c'est important. Les citoyens ont demandé des séances d'information. Ce n'est pas la première fois que les citoyens demandent des séances d'information en lien avec un dossier comme celui-là. Ça a été fait dans l'URL. Il a fallu que les citoyens se battent, que les citoyens aient parlé avec les médias pour n'avoir que la chance de parler avec l'administration. C'était assez frappant là, pour pouvoir communiquer. Vous pouvez avoir des témoins de cette situation-là. À l'époque, c'était assez déplorable. Alors, je vous dirais que ce qu'on demande, c'est des séances d'information, que les citoyens puissent s'exprimer, qu'on puisse savoir les partenaires dans le secteur, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe, qu'on puisse avoir aussi davantage d'informations, qu'on soit au courant de ce qui se passe dans le secteur. Il y a des mesures qui sont prises par des collègues de l'administration, par exemple à Villeray, il y a des infolettes qui sont faites pour communiquer ce qui est fait concrètement. Alors, si ça fonctionne dans certains endroits où l'administration est au pouvoir, pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans MHM? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Pourquoi il y a cette réticence d'informer les citoyens sur ces mesures-là? Et évidemment, on demandait aussi un plan d'action, un plan de cohabitation, parce que de toute évidence, ça avait été promis en 2022 par l'administration. Ça n'a pas été rendu. Là, je vois qu'il y a un changement. On change les fusils d'épaule. Je ne comprends pas c'est quoi qui justifie ces changements-là. Et on nous revient ce soir avec une motion, je m'excuse, qui ne vient pas résoudre la problématique, ni non plus adresser les problèmes principaux desquels parlent les citoyens. On a quand même eu une pétition de 1000 noms en 2021, puis on vient d'avoir une pétition de 350 noms où les citoyens demandent des choses simples aussi. Là, et je trouve ça incroyable qu'on veuille juste saluer, mais qu'on ne veuille pas prendre des initiatives concrètes. En conclusion? Pour non seulement résoudre les problèmes de cohabitation, mais aussi s'assurer que les personnes en situation de vulnérabilité puissent avoir davantage de ressources à cet égard. Merci. Merci, Monsieur le conseiller d'Hochelaga. Merci. Je ne pensais pas intervenir, mais je vais essayer d'amener ma contribution à ce débat. Chers collègues, vous avez dit on va essayer de ne pas politiser le débat. Je dirais que ce n'est pas tout à fait réussi. En ce sens, avec l'objectif que vous êtes donné, il y a quand même un élément que je vais amener, qui est justement cet héritage, cette culture de solidarité et de prise en charge et de soutien aux populations vulnérables qui fait partie de notre identité. Ma chère collègue, quand vous dites les citoyens demandent, les citoyens les plus vulnérables demandent des toits, demandent des services, demande justement à ce qu'on ne conditionne pas justement notre action à plein de facteurs, plein de redditions de comptes, plein de facteurs. Ils demandent une aide urgente parce qu'ils sont très vulnérables. Donc,
C'est ça qu'il faut pondérer dans le débat. Notre capacité, justement, à intervenir comme administration publique pour arriver à offrir ce soutien et cette aide-là aux populations les plus vulnérables. Alors, je vais vous dire ce qui m'indispose dans le débat qu'on vient d'avoir. C'est comme si les citoyens, c'était toujours ceux qui veulent qu'on agisse sur la cohabitation, puis c'est comme si on arrivait avec deux classes de citoyens, mais cette cohabitation-là, elle doit s'articuler justement dans cette culture de solidarité qu'on a. Il faut bien sûr travailler sur les enjeux de cohabitation, les enjeux de sécurité, les enjeux de proximité, mais il ne faut jamais oublier l'objectif qu'on doit justement cohabiter sur ce territoire-là, qu'on doit partager justement le fardeau de la prise en charge de l'ensemble des membres de la société. Et là-dessus, je voulais quand même, je sais que ça a été fait à quelques reprises dans le débat, mais quand même rendre honneur à cette culture-là qui s'est formée. L'ancienne députée de Schlager, Mme Harel, disait toujours « On a été le berceau de la solidarité sociale urbaine » et c'est tout à fait vrai. Il s'est formé une expertise, un tissu communautaire de soutien absolument formidable. Il y a là des relents de la vieille solidarité ouvrière typique au quartier industriel comme le nôtre, où on vient justement en aide aux plus vulnérables. Tout ce débat-là doit toujours se situer, si on veut le dépolitiser, dans un contexte où on dit on prend soin plutôt qu'on repousse ailleurs. Et je voulais quand même nous ramener dans ces dispositions-là pour la suite du débat. Je reconnais que vous pouvez amener des points de vue, des propositions de pistes, de façon de comment concrétiser l'action, mais il faut quand même pour la suite reconnaître notre rôle social, notre rôle important de solidarité et essayer surtout d'élever le débat pour pas dire, quand vous dites les citoyens demandent, c'est la société est faite de voix diverses, mais une voix qui doit toujours prédominer, c'est celle de la solidarité et la prise en charge des intérêts collectifs. Donc, je voulais juste ramener cette précision parce que de tout mon parcours comme conseiller municipal de Schlager, ça a commencé une dizaine d'années avec une crise à l'époque de vulnérabilité qui était celle des travailleuses du siècle, qui étaient complètement ostracisées dans le quartier, où s'élevaient beaucoup des points de vue. Il faut en prendre soin, mais il faut en prendre soin ailleurs. Non, il faut en prendre soin ici, il faut agir, il faut être présent, et il faut justement ne pas essayer de repousser le problème à d'autres, mais d'avoir une prise en charge. Donc, je voulais quand même, moi aussi, remercier l'ensemble des intervenants, qu'ils soient à Québec, du réseau de la santé. Je connais des gens formidables qui dédient leur vie à cette cause-là, qu'ils soient du réseau communautaire, que ce soit nos services municipaux ici. Et c'est avec plus un appel à la mobilisation qu'on va arriver justement à trouver des solutions, comme on l'a fait historiquement dans Schlager, comme on l'a fait historiquement dans l'Est de Montréal, et j'ai confiance qu'on y arrivera encore une fois. Merci, M. le maire. Merci. Madame la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que vous vouliez faire une intervention également? Alors, ce sera en droit de réplique sur l'amendement qui est proposé. Écoutez, les actions de l'administration dans Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, soit-elle de la ville-centre ou de l'arrondissement, sont nombreuses. C'est l'arrivée de l'équipe mixte de médiation et d'intervention sociale, des travailleurs sociaux directement sur le terrain auprès des citoyens et des citoyennes les plus vulnérables et auprès des citoyens et des citoyennes qui cohabitent avec les plus vulnérables. C'est la sauvegarde de 22 chambres dans une maison de chambre de la rue Sicard. Ça, c'est une intervention directe qui fait en sorte que des gens ne tombent pas dans la rue. C'est 1,3 million de nouvel argent injecté auprès des organismes du quartier dont l'expertise a été largement expliquée par mon collègue Eric Caldwell. Ce sera une bonification, en tout cas c'est ce pourquoi je milite au prochain budget de l'arrondissement. On propose, et c'est écrit noir sur blanc, un plan d'inclusion et de développement social. Parce que l'itinérance, ça ne s'arrête pas juste aux enjeux de cohabitation, aux enjeux de consommation, aux enjeux de santé mentale.
ça touche aussi d'autres types de populations, LGBTQ+, demandeurs d'asile, nouveaux arrivants, femmes, etc. Donc il faut voir ça dans un contexte plus large. Et ce plan, on va le faire, on est prêt à le faire, mais on va le faire surtout avec les organismes dont c'est eux qui recèlent l'expertise. Enfin, j'entends le besoin de certains citoyens de vouloir plus de transparence, de vouloir plus d'informations. Mais à chaque courriel qui nous a été envoyé, nous avons répondu. À chaque demande de rencontre qui nous a été faite, nous avons répondu. J'ai rencontré au parc La Lancette, seul, 80 citoyens autour du refuge Chambly. On a fait du porte-à-porte, on a envoyé les dépliants pour EMIS. Il y a des brigades d'intervenants sociaux, des organismes communautaires comme l'Anonyme ou comme le Cap Saint-Barnabé qui rencontrent les citoyens et citoyennes. Écoutez, il y a un moment donné, ce dont on a besoin aussi, c'est de ressources supplémentaires, de ressources qui sont pérennisées dans l'ensemble des 19 arrondissements de la ville de Montréal, parce que la crise des vulnérabilités, elle touche MHM, elle touche la métropole, mais elle touche l'ensemble du Québec. C'est des réponses à grande échelle dont on a besoin. Alors nous, je crois qu'on peut être vraiment fiers, sereins, de la solidarité qui se déploie dans le quartier, puis des efforts qu'on met en place. Puis j'aimerais sincèrement, surtout quand j'entends ma collègue Zuniga Ramos, qui, je le sais, a à cœur la vulnérabilité des citoyens, nous aider à pousser et à faire évoluer ces enjeux-là, qu'on arrête de tomber dans un débat où on se déchire entre citoyens plus favorisés et plus défavorisés. On a à cœur le bien-être de tous les citoyens, de toutes les citoyennes. Et avec les actions qu'on pose, avec ce que font nos collègues à la Ville-Centre, aujourd'hui, c'est d'être soudés dont on a besoin politiquement, ce n'est pas de débattre d'une motion en conseil d'arrondissement. Merci. Donc, j'imagine qu'il y a un appel au vote aussi lié à tout ça. Madame la greffière? Donc, on va voter sur l'amendement proposé et on commence par M. Caudoao. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'amendement proposé? Madame Saint-Cournol, est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour. Madame Zuniga Ramos, est-ce que vous êtes pour ou contre? Contre. Monsieur Enoratel, est-ce que vous êtes pour ou contre l'amendement? Contre. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez exercer votre droit de vote? Je vais exercer mon droit de vote et je suis pour. Donc, l'amendement est adopté avec à la majorité et donc la proposition initiale est adoptée telle qu'amendée. Merci beaucoup. Cela termine donc notre ordre du jour. Je lève la séance. Merci aux citoyens qui nous suivent en ligne. Merci aux collègues et à tous les membres du personnel qui nous ont soutenus pour cette séance. Bonne soirée à tous.